avez largement de quoi vous allez aujourd'hui détailler votre intervention. Franck Sabat, représentant de l'Ex-Base, qui va vous montrer un outil juste fantastique. Enfin, moi, je suis conquise. Si j'étais avocate, je pense que je l'utiliserais, mais je suis complètement conquise par cet outil. Et Ouda Sund, qui est notre brillante juriste d'AJFR, qui a organisé haut la main avec nous cette manifestation, et qui va parler en tant que juriste junior de quoi elle a besoin pour travailler dans son quotidien, à nos côtés, dans son futur métier aussi d'avocate dans quelques années. Voilà, donc je vous laisse prendre la parole. Peut-être Xavier, vous allez commencer. Merci d'être là, vice-président. Bonsoir à tous. Ah non, pardonnez-moi. Ouh là là, parce que justement, on a le Zoom. Désolée Marina, mais c'est vrai que du coup, il faut jongler avec le Zoom. Et bien sûr, j'oublie notre brillante Marina Teller. Non, je ne l'oublie pas parce qu'elle fait partie des premières intervenantes à accepter de participer. Et on vous en remercie, Marina, d'être parmi nous. Vous ne me voyez pas, mais bon, voilà, je suis tout cœur à vos côtés. Et malgré la distance, elle a tenu à être présente. Et ça, c'est la magie de la visioconférence. Donc Marina, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est maître de conférence à la faculté de droit à Nice. Et surtout créatrice du premier Master 2, si je ne me trompe pas, en droit bancaire et FinTech. Je ne me trompe pas, Marina, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est bien ça, Barbara. Voilà. Allez, maintenant, je vous laisse intervenir. Xavier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Barbara. Merci pour cette conférence et de nous avoir invités pour parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? C'est une question qui est assez vaste et qui prend à la fois des fantasmes, qui prend à la fois ses racines dans les peurs de certaines personnes, avec souvent une méconnaissance de la réalité de ce qu'elle est concrètement. Au niveau des fantasmes, nous avons bien entendu tous été bercés par Terminator, cette machine qui est complètement autonome, qui prend des décisions et qui serait donc guidée par l'intelligence artificielle et qui arrive par son intelligence artificielle à être complètement autonome. Alors, vous allez me dire, mais quel est le lien entre cet exemple et le thème de notre conférence, puisqu'on parle quand même de profession judiciaire? Eh bien, le lien direct que j'y vois, c'est ces fameuses machines qui remplaceraient le juge, remplaceraient l'avocat, qui rapidement pourrait voir, en fait, lire un dossier qu'on lui faxerait par clé USB ou même par simple envoi, et qui, après analyse, donnerait une décision très rapide. Ça, c'est un fantasme, parce que concrètement, aujourd'hui, les moyens technologiques ne permettent pas à une machine de raisonner comme un humain. Vous avez après la peur qui guide un certain nombre d'opposants aux nouvelles technologies. Cette peur, elle vient en fait principalement des mutations qu'elle entraîne. Les nouvelles technologies font certes gagner du temps, font également permettre à toute entreprise et tout professionnel de marger, disons-le clairement aussi, c'est financier. Et il y a ce besoin, enfin, la peur, elle viendrait en fait de cette modification du métier. Le métier, quel qu'il soit juge, avocat, juriste, il est en train de se modifier parce que les attentes que l'on avait avant d'un avocat ou d'un juriste ou même d'un magistrat ne seront peut-être pas les mêmes dans 10 ans, dans 20 ans, même dans un siècle. Et tant mieux parce que ça veut dire que chacun s'adapte, chacun récupère les avantages des nouvelles technologies à sa propre profession, mais ça sous-entend pour ceux qui vivent ces époques charnières un certain nombre d'adaptations et de mutations. La réalité, aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, elle ne remplace pas et elle n'arrive même pas à 1/5 de l'intelligence humaine. Alors certains vont vous dire, oui mais c'est magique, ils font dire à un appareil par exemple comme Siri des réponses qui sont logiques et qui sont en fait intelligibles. Néanmoins c'est une programmation. Et si vous demandez à Siri de faire la cuisine, elle ne fera pas la cuisine.
Vous pouvez lui demander des recettes, mais ça s'arrêtera là. L'humain, lui, à l'inverse, s'adapte à toute situation. Si demain je vous dis faites la cuisine, vous êtes capable de faire de la cuisine. Après que ça soit bon ou pas, c'est un autre débat. Mais vous serez en mesure de vous adapter. Les programmes, eux, ne s'adaptent pas. Dans le sens où le programme, il a besoin de quelqu'un qui va encoder à l'intérieur un certain nombre de données pour pouvoir ensuite répondre à une nouvelle demande. Et j'ai eu la chance d'assister à une conférence, alors je vous montre son livre, Luc Julia, qui dit en fait que l'intelligence artificielle n'existe pas. Luc Julia, c'est juste le co-inventeur de Siri pour l'iPhone, et recevoir quand même une grande baffe, parce que c'est un peu comme ça que je l'ai pris à la conférence, que l'intelligence en fait artificielle, c'est juste deux mots qui ont été très mal choisis, et en fin de compte derrière il y a tout un fantasme qui se crée dessus. C'est assez intéressant de voir pourquoi Luc Julia lui estime que c'est un mythe et que ça n'existe pas. Déjà, il nous pose la question du coût et des ressources. Aujourd'hui, pour faire fonctionner n'importe quel programme, il faut de l'électricité, il faut de l'énergie. Et à un moment ou à un autre, l'humanité va devoir faire un choix entre éclairer une maison ou faire tourner un programme. Parce que ces programmes, ils sont de plus en plus énergétivores, ils sont de plus en plus consommateurs de données, et toutes ces données, il faut bien les stocker. Les ressources également, les ressources, ce sont vos données personnelles. C'est votre nom, votre prénom, mais aussi toutes vos habitudes de consommation. Ce sont également toutes vos activités, quelles qu'elles soient. Toutes ces données forment ce qu'on appelle dans un jargon assez grossier le big data. Et dans ce big data, c'est arriver à récupérer les informations essentielles pour faire une sorte de persona. Alors un persona, c'est une sorte de fiche qui se rapprocherait à un système ou à une intelligence artificielle. La définition du Larousse, elle est assez rigolote dans le sens où elle dit que c'est un ensemble de théories ou techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines qui soient capables de simuler l'intelligence humaine. Et on est bien dans cette notion de simulation. On va tenter de se rapprocher, mais on ne pourra jamais remplacer à 100%. La simulation, comme je vous l'ai dit, c'est répondre à un instant T, à un besoin et à une réponse, donner une réponse à une question précise. Si vous demandez à un programme, par exemple, d'analyser un dossier ou un document, le programme il va devenir de plus en plus pertinent en fonction des dossiers que vous allez lui donner et de l'ensemble des données à l'intérieur qu'il avait déjà données, qui auront été implémentées par le programmateur. Néanmoins, il ne sera plus bon, ce logiciel, dès que vous sortez de ce domaine précis pour lequel il a été fait. Voilà en gros les questions qui vont être amenées, que j'amène pour cette table ronde aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, notamment au regard de nos professions juridiques qui sont encore très, comment dire ça poliment, gratte-papier. On aime bien le papier, on aime bien imprimer, on aime bien lire, on aime bien feuilleter les dossiers. Ça change les habitudes et je parlerai après pour la profession d'avocat sur ce qui va, à mon sens, amener une profonde mutation dans notre profession. Merci Xavier, on va laisser Marina prendre la parole. Vous nous entendez, Marina ? Oui, je vous entends très bien. Merci Barbara. J'espère que vous m'entendez également. Oui, on vous entend. Tout le monde entend bien, Marina ? Bon, ben voilà, on a un petit souci. Bon, je vais perdre mon vieux, puis je vais essayer de parler très fort et puis surtout pas trop longtemps. Voilà. Mais merci infiniment Barbara pour cette invitation et pour ne pas oublier l'université et la formation, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle dans le monde du droit, on pense immédiatement au droit tel qu'il est mis en œuvre par les praticiens,
Et la dimension formation et apprentissage, elle est aussi absolument déterminante. Comme l'a très bien rappelé Xavier il y a quelques minutes à peine, si l'on part du principe que l'IA est une révolution pour les métiers du droit et pour les professionnels du droit, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas non plus une révolution tout simplement pour les étudiants, pour les enseignants et donc pour l'université. Donc je suis également à peu près convaincue que la donne a changé, qu'il faut activement s'y préparer et qu'il va y avoir des impacts. En fait, il y a déjà des impacts sur la formation des juristes et sur l'apprentissage. Comme l'a indiqué Xavier à l'instant, lorsque l'on parle d'IA, il faut encore savoir de quoi on parle. Je vais juste en dire quelques mots rapidement parce que ça a aussi une incidence derrière sur la formation et l'apprentissage. Dans la sphère de l'intelligence artificielle, ce qui peut être évidemment extrêmement utile pour des juristes et pour des étudiants, c'est tout ce qui va constituer ce qu'on appelle en gros le big data judiciaire, c'est-à-dire cet accès quasiment illimité à l'information juridique, aux données. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Donc, dans la salle devant moi, je vois probablement des étudiants jeunes et puis des praticiens un peu moins jeunes. Et je pense que dans la salle, il y en a qui se rappellent de l'époque où être étudiant dans une faculté de droit, ça supposait d'aller dans une bibliothèque universitaire pour avoir accès à l'information. L'information, c'était quelques numéros du Dalloz qu'on s'arrachait pour pouvoir faire des photocopies, quand la page n'était pas arrachée par celui qui nous avait précédé avant. Donc c'était ça aussi. Faire des études, ça voulait dire avoir la possibilité de se déplacer localement pour avoir accès à l'information. Aujourd'hui, l'information, elle est pléthorique. On est dans un monde de tout simplement l'open accès à l'information juridique. Ça sera aussi notre défi. Parce que là où on enseignait avant aux étudiants comment trouver l'information, aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous pour trouver l'information, mais ils vont avoir besoin de formation sur comment traiter l'information, comment avoir des lignes de partage sur l'information utile et l'information qui ne sera pas utile. L'IA permet aussi de faire ce qu'on appelle du data mining et même de l'argument mining, c'est-à-dire dans un immense lac de données, être capable de trouver quels sont les arguments qui ont pu être utilisés, par exemple, dans un contentieux, quels sont les arguments qui marchent, quels sont les arguments qui ne marchent pas. Et on peut même aller plus loin. On peut voir, par exemple, devant tel type de juridiction, il y a tel type d'argument qui marche bien, ou à l'inverse, tel autre type d'argument qui fonctionne moins bien. Donc, l'IA, c'est de nouveaux outils, mais c'est aussi de nouvelles potentialités, c'est-à-dire cette capacité à mettre à jour des lignes de force dans le droit que l'on ne voyait pas par le passé. C'est aussi la possibilité de lever un voile sur l'activité jurisprudentielle, c'est-à-dire se rendre compte que, par exemple, géographiquement, dans telle zone régionale en France, eh bien, en matière de divorce, pour la prestation compensatoire, on juge plutôt de telle manière et de telle autre ailleurs en France. Donc c'est aussi cette nouvelle vision qu'on va donner aux justiciables. Et évidemment, c'est lourd de conséquences aussi derrière. Et les incidences sur la formation, elles sont aussi nombreuses parce que jusqu'à présent, les universités avaient le monopole du savoir et de la formation sur le terrain du droit. Aujourd'hui, ce monopole, il n'appartient plus uniquement aux universités. Et je pense qu'on a des outils aujourd'hui qui sont proposés par des legal tech qui peuvent être extrêmement puissants, extrêmement efficaces, à partir du moment où n'importe qui pourra avoir accès à ces outils. La question qui se pose est de savoir mais quelle sera la plus-value que l'on va apporter aux élèves juristes que nous formons. Et alors ça, c'est un vrai défi. Le défi qui se pose à l'université est tout simplement de transmettre l'intelligibilité de de ce big data judiciaire. Donc c'est un défi qui est colossal, c'est-à-dire comment on va former le juriste de
de demain a ces nouveaux outils, ce qui suppose déjà que les universités aient possession de ces nouveaux outils, parce que si on veut former les étudiants, il faut qu'on puisse les former sur des outils qu'ils vont pouvoir utiliser plus tard, et donc que l'on dispose de ces outils pour les faire travailler peut-être avec, y compris dans le cas des travaux dirigés. Et ensuite, l'autre point qui me paraît absolument essentiel, c'est de maintenir auprès de nos étudiants ce que j'appellerais la connaissance fondamentale du droit, c'est-à-dire la connaissance profonde de la règle, indépendamment de sa mise à jour, de son actualité, parce qu'on aura toujours des bases de données qui feront bien mieux que nous. Donc, l'idée, c'est plus de former des étudiants qui sont à la pointe de l'actualité sur une tête d'épingle du droit, mais à mon avis, c'est peut-être ça le virage qu'il va falloir aborder, c'est de revenir ce qu'on pourrait appeler à nos grandes humanités juridiques, c'est-à-dire faire en sorte que nos juristes, que nos étudiants juristes soient non pas d'hyper experts de la tête d'épingle de telle branche du droit, c'est-à-dire des hyper spécialistes, mais au contraire d'en faire des très bons généralistes, c'est-à-dire des étudiants qui auront très bien compris ce qu'est l'essence même d'une branche du droit, en droit des contrats, en droit pénal, en droit des sûretés, etc., qu'ils aient cette lecture panoptique des branches du droit et qui puissent faire des liens, qui puissent avoir cette intelligibilité profonde de la règle. Et j'aime bien finir en disant, en citant ce que mes collègues dans les universités américaines enseignent à leurs étudiants. Ils leur disent « l'IA nous oblige à vous enseigner la règle des 4 C ». La règle des 4 C, le petit c, c'est le C critique, l'esprit critique, le sens critique. Et ça, c'est aussi un défi, parce qu'on sait que souvent les facs de droit, elles ont fonctionné sur le mimétisme et puis sur l'apprentissage par cœur. Et le bon étudiant, c'était celui qui était capable de recracher par cœur des pages et des pages. Ça, aujourd'hui, c'est plus le sujet, ce n'est plus utile. En revanche, on a besoin de juristes formés à l'esprit critique. Ensuite, le deuxième C, c'est le C de créatif. Il faut des juristes créatifs parce que l'information, elle est partout. En revanche, comment on l'utilise? Qu'est-ce que l'on fait avec cette information? Comment on innove à partir de cette information? Donc ça, c'est un point important. L'autre élément, c'est le troisième petit C, c'est la coopération. La coopération, aujourd'hui, ça veut dire que le juriste de demain, il va devoir être capable d'avoir une discussion intelligente avec un codeur informatique. Parce que si demain, il veut rédiger un smart contract, si demain, il veut comprendre le fonctionnement d'une blockchain, il va devoir avoir une interaction intelligente avec son homologue qui sera issu des sciences dures, qui sera ingénieur, il sera codeur, il sera scientifique. Et donc, il faut avoir un langage commun. Et ce langage commun, c'est vrai que jusqu'à présent, les facultés de droit ne se sont jamais intéressées à construire ce langage commun. Et puis, le dernier petit C, c'est le C de la communication. Parce que le justiciable, aujourd'hui, il fait comme vous et moi quand on est malade, avant d'aller voir un médecin, on tape sur Google tous nos symptômes et on voit ce que nous dit de Google. Et on est déjà très savant finalement. Dans le domaine du droit, le justiciable, il fait pareil. Et si lorsqu'après, il va voir l'avocat et que l'avocat lui dit la même chose que ce qu'il a pu lire sur Google, eh bien la plus-value pour le justiciable, elle est nulle. Donc, il y a aussi des aptitudes nouvelles à apprendre à nos étudiants sur la communication du message du droit, pas simplement l'aspect brut de la connaissance, mais comment on le transmet à son client, comment on le transmet au justiciable. Et ça, ce sont des points, ces 4 C, critique, créatif, coopération, communication, qui aujourd'hui, à mon avis, doivent être véritablement au cœur des défis pour les universités. Voilà. Merci Barbara, je m'arrête là. J'espère que vous avez pu entendre un minimum. Oui, on vous a très bien entendu, Marina. Merci pour cette intervention. Restez-vous avec nous, Marina? Oui, je vais rester le plus possible tant que je vous entends. Formidable, merci. Alors, Xavier,
des choses à dire pour rebondir sur ce que dit Marina? Alors, ce que Marina dit est très pertinent sur les 4C, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Et je pense que dans les discours que l'on va avoir les uns et les autres en fonction de nos métiers, on va se rapprocher en fait avec peut-être d'autres termes de ces 4C. Pour vous donner un exemple sur la communication entre les avocats et leurs clients, il y a aujourd'hui tout un fond, une vague de fond, je dirais, sur ce qu'on appelle le legal design. C'est-à-dire donner l'information suffisamment intelligible aux clients pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite faire leur propre choix. Ça fait partie justement des modifications au niveau de la communication. La coopération également, on la voit au niveau des avocats, parce qu'on travaille avec différents métiers, on travaille avec des juges, on travaille avec des greffiers, on travaille avec des notaires, des huissiers, enfin tous, on est amenés à coopérer dans un esprit de rendre justice avec un grand J. Donc cette coopération, elle se fait en prenant en compte des besoins et des prérogatives de chacun, mais également des contraintes de chacun. Aujourd'hui, la justice n'a pas forcément beaucoup de moyens, disons-le clairement, ce qui fait que les avocats sont en train de développer des outils de la communication avec la justice. Et la justice finit par se pluguer sur les outils développés par le CNB, notamment avec tout ce qui est le RPVA et le pendant de l'autre côté, RPVJ. La créativité, on est en plein dedans parce que tout le monde commence à ressentir ces évolutions. Et un très bel exemple, c'est justement au niveau des éditeurs juridiques qui aujourd'hui innovent énormément parce que la donnée, comme l'a dit Marina Teller, elle est accessible et elle est de plus en plus accessible. Et donc il faut arriver à trouver le pourquoi on choisit tel éditeur juridique et pas un autre. Et enfin, la critique, ça va être bon également dans le domaine que je pratique pour pouvoir dire pertinemment à mon client, attention, ce que vous avez lu sur Google, c'est vrai, et c'est vrai à 90% des cas. Et je vais vous expliquer pourquoi vous rentrez dans les 10%. L'esprit critique, c'est aussi dire, d'accord, sur Google, vous voyez ça, il n'y a pas de difficulté, mais avez-vous pensé à tel autre point et tel autre point? Ça va être ça, en fait, notre rôle, c'est d'accompagner au mieux, en tout cas pour la partie avocat, d'accompagner au mieux nos clients pour les aider à faire des choix qui sont les plus adaptés à eux et à leurs besoins à l'instant T. Voilà sur la transition que je souhaitais faire. Belle transition. Alors, peut-être on va laisser... Alors, qui veut prendre la parole? Qui était dans le... Alors, Monsieur Arena. C'est moi, d'accord. Monsieur le juge Arena, allez-y. Je vais vous parler effectivement du rapport que peut avoir le magistrat avec l'intelligence artificielle. J'aurais pu vous parler en tant qu'avocat également, et ça me fait toujours bizarre de parler d'intelligence artificielle. Lorsque j'ai commencé avocat, l'intelligence artificielle, le mot n'existait même pas. Lorsqu'on voulait faire une recherche, l'intelligence, c'était le coup de fil qu'on passait à la bibliothèque de l'ordre des avocats pour qu'elle nous trouve le bon arrêt. Marido. Et nous en faire la photocopie et nous faxer. L'intelligence, c'était l'intelligence de la bibliothécaire. Lorsqu'on avait une connexion Internet, c'était par un modem Yahoo et le moteur de recherche à l'époque qui s'appelait Lycos. Ah, ça pédalait pas à côté? Voilà, c'était le chien, voilà, ouais. Enfin, c'était à peu près ça. Donc vous voyez, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle un peu plus de 20 ans après, ça donne une journée. Hein. Donc, est-ce que le couple magistrat intelligence artificielle est un couple pérenne? Est-ce que c'est un couple qui a de l'avenir? J'en suis pas certain. J'en suis pas certain en fonction de ce qu'on entend par intelligence artificielle en fait. Pourquoi j'en suis pas certain? Parce que c'est vrai que la magistrature, je me rends compte un peu, même si elle évolue quand même, hein, elle s'ouvre sur le monde, elle est encore assez fermée, et puis le magistrat il n'a pas envie qu'on lui prenne sa place. L'intelligence artificielle, je me demande si elle n'est pas un peu castratrice dans un couple, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle n'a pas la vocation, elle, de tout prendre justement, de tout envahir dans la justice. Et est-ce qu'on va arriver à trouver un équilibre entre garder la place de l'humain et
se servir de l'intelligence artificielle parce qu'elle doit être, et pas plus, et qu'elle ne remplace pas l'être humain. Parce que la justice est avant tout humaine. Et je me rends d'autant plus compte que je suis passé maintenant côté magistrat et on s'en rend vraiment compte au quotidien. Alors qu'est-ce qu'on entend dans ce couple? À quoi peut servir l'intelligence artificielle? Pour moi, il y a trois possibilités. C'est soit l'intelligence artificielle, c'est un outil de recherche. Donc là, outil de recherche, on s'y est mis quand même. Hein. Donc effectivement, il y a le big data, il y a toutes les informations possibles et inimaginables. Et donc je pense que le magistrat, avec cet outil de recherche, c'est un couple qui va durer et qui est en train de se consolider. Le ministère nous paye effectivement des abonnements à Tout à la Vie, à Dalloz, etc. Donc c'est un véritable outil de recherche. La problématique de l'outil de recherche, c'est ce que disait Madame le professeur, c'est le trop d'informations. Vous vous en rendez compte au quotidien, c'est qu'en fait, lorsqu'on a trop d'informations, on se noie dans l'information. Et on peut passer des heures à chercher l'information qu'on ne trouvera des fois jamais, tellement on en a en fait, et on n'arrive pas à avoir le fil de l'information. D'où l'intérêt d'avoir des moteurs de recherche qui, eux, doivent être hyper intelligents. Et je me rends compte que, pour certains, j'ai l'impression que le moteur de recherche Google sur Internet est des fois 10 fois plus intelligent que le moteur de recherche d'un site juridique. J'ai l'impression que lorsqu'on tape un mot sur Google, je ne sais pas comment ça peut marcher, j'ai aucune connaissance en matière technique, mais c'est comme s'il ressentait ce qu'on cherchait. Voilà. Et alors qu'un moteur de recherche sur un site juridique, c'est un outil magnifique, hein, où on va rentrer un mot et ou un autre mot dans la même phrase, 2-3 mots, etc. Hein, on connaît tout ça. Hein. Des fois, je le trouve un peu stupide, cette intelligence artificielle, parce qu'il nous amène des fois sur des solutions, on l'a tous constaté, hein, alors qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi on a commencé la recherche. Donc, l'intelligence artificielle comme outil de recherche, oui, pour le magistrat, comme pour l'avocat, comme pour tous les juristes, mais avec une vraie intelligence artificielle qui va ressentir ce qu'on recherche. C'est un problème de temps. Hein. On a un problème de gestion de temps, comme l'avocat, le magistrat, pareil, un problème de temps. Si on passe 3 jours à chercher une jurisprudence ou quelconque élément, c'est pas bon. Donc, outil de recherche dans ce couple, si l'intelligence artificielle, c'est un outil de recherche, le couple est magnifique. L'intelligence artificielle, ça peut être également un outil de prédiction. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe déjà. Alors, qu'est-ce qu'un outil de prédiction? J'ai regardé la définition, c'est un ensemble d'instruments développés grâce à l'analyse de grandes masses de données de justice qui propose, notamment à partir d'un calcul de probabilité, moi le mot me fait peur, de prévoir autant qu'il est possible, terrible, l'issue d'un litige. Voilà. Donc on a tous dit en tant qu'avocat aux clients, l'aléa judiciaire, hein. Voilà. L'aléa judiciaire, c'est quoi? C'est la probabilité. Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle peut être un outil de prédiction? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, déjà moi le mot m'énerve, intelligence artificielle, parce que une intelligence qui est artificielle, ça veut dire qu'elle n'est pas réelle, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc, voilà. Pour moi, une intelligence, elle est une intelligence. On pourrait appeler ça une intelligence informatique, tout ce que vous voulez, mais pas artificielle. Je trouve ça nul comme concept. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle peut être un outil de prédiction? Alors, il y a eu des essais. Hein. J'ai fait quelques recherches. Hein. On avait fait quelques débats côté magistrat. J'avais, par exemple, aux USA, il y avait un outil qui avait été développé qui s'appelait Equivant, ou Compass, en fait. C'était un espèce de gros logiciel qui évaluait le risque de récidive. Il y avait des gens qui avaient mis au point une espèce d'énorme ordinateur avec plein de données, et où on rentrait, alors pour pas vous dire de bêtises, hein, le développeur donc, avait créé un questionnaire, donc c'était des questions qu'on posait aux condamnés. Il y avait 137 questions. À partir des réponses du condamné, la base de données fournissait, croisée avec des données socio-démographiques, le logiciel rendait une analyse qui disait, voilà, dans ce type de personne, en fonction de sa réponse, de ses caractéristiques sociales, voilà le pourcentage du taux de récidive. Et c'est quelque chose qui a marché aux États-Unis, et c'est le juge, en fait, hein, qui allait s'approprier ce pourcentage donné par l'intelligence artificielle pour savoir qu'est-ce que je fais. Telle personne de sortir, est-ce qu'il y a un pourcentage de récidive? Donc la machine va dire qu'il y a 82% de risque de récidive. Et alors? Ça veut dire quoi? Il y a 82% de risque de récidive. Ça veut dire que je vais manger à la majorité. C'est comme un vote. À partir de 51%, je fais ce que dit la machine.
Donc ça n'a pas de sens en soi. En France, j'ai vu également sur Internet, et c'est le site d'Allos qui propose Case Law Analytic. Je ne connaissais pas. Voilà, donc c'est un abonnement, c'est gratuit jusqu'à la fin de l'année. Hein, il y a un essai, j'ai regardé tout à l'heure, vous pouvez essayer. Et donc c'est pareil, donc vous allez dessus, et il y a un moteur de recherche. Donc vous êtes guidé hein, sur l'application, je l'ai essayé hein, tout à l'heure. C'était gratuit pendant 15 jours, autant faire. Donc, on a la possibilité de rentrer des données, revenir en arrière, etc. Et puis ensuite, l'intelligence dite artificielle va analyser tout ça, va aller chercher dans des bases de données de jurisprudence, et va vous proposer un rapport complet en disant, ben voilà, le type de contentieux tel que vous l'avez rentré les données, ben voilà, à peu près, quelle pourrait être une solution juridique. Ça commence à faire peur. Un outil de prédiction. Mais ça a été plus loin. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu dans la loi de 2019, la grosse loi, hein, on a modifié l'article 4 de la loi de novembre 2016. La loi de novembre 2016, c'est la loi qui imposait, vous savez, la tentative de conciliation préalable pour les petits litiges. Il y a eu des débats qui ont été faits à l'Assemblée nationale, et à l'époque, bon, je vais raconter ma vie, j'étais en poste à Valence, j'étais tout seul le soir, je regardais les débats de l'Assemblée nationale. Voilà. C'était passionnant, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Et donc, ils sont arrivés à discuter cet article 4. Alors, pourquoi ils discutaient de l'article 4? Parce que certains, enfin, le projet prévoyait à l'origine que la conciliation préalable pouvait se faire par le biais d'une plateforme numérique totalement gérée par des algorithmes. Et sans aucune évaluation, c'est-à-dire sans agrément. Donc, il y a eu des gros débats là-dessus. Le texte a changé. Donc, suite au débat, des fois, le Parlement a servi à quelque chose. Et donc la loi du 23 mars a modifié l'article 4-3, enfin a mis un article 4-3, et là c'est intéressant parce que ça passe un peu inaperçu, qui vous dit que effectivement la conciliation préalable, soit vous allez voir un conciliateur, un être humain, c'est ce qu'on sait, soit on peut le faire par des plateformes numériques qui font de la conciliation. Et le texte vous dit les services en ligne mentionnés aux articles 4.1 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. C'est-à-dire qu'à l'origine, on avait éventuellement prévu que tout se fasse par un pourcentage en fait. Donc quelqu'un dire, bah voilà, moi j'ai un petit litige, je vais rentrer mes données sur une conciliation possible. Hein. Donc au lieu d'aller voir un conciliateur qui revient, on dit, bah voilà, dans votre type de dossier, vous avez des problèmes avec votre voisin, il y a un problème d'arbre, bah voilà, vous avez un pourcentage de réussite de temps. Voilà, vous avez fait, et donc l'autre recevait, l'adversaire donc reçoit la proposition du conciliateur qui est une machine, hein, et qui accepte ou qui n'accepte pas. Donc au début il n'y avait pas d'agrément, j'ai vu tout à l'heure qu'en fait maintenant ces sites-là doivent quand même faire l'objet d'un agrément. Parce que le vrai problème qui s'est posé, c'est quoi? C'est qui fait ceci? Parce qu'un algorithme, c'est bien beau, et je vais y venir après si je suis un peu long, vous me dites vous coupez, hein. Mais un algorithme, une intelligence artificielle, c'est des bases de données. Qui rentre la base de données? Je vous prends un exemple tout bête. J'ai un conflit avec mon assureur. Je suis un justiciable lambda. Je vais sur le site de conciliation. Et le site de conciliation va dire, mais contre votre société de téléphonie, votre mutuelle, vous avez 85% de chances de perdre, donc ne faites pas de procès, la conciliation. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est que les gens qui ont créé le site, c'est un pool d'assureurs. Comment je fais là? Voilà. Donc qui rentre les algorithmes pour savoir qui va me donner la réponse? Voilà. La difficulté, elle est là. Alors qui y a derrière? Donc ça, c'est à mon avis une vraie difficulté. Donc voilà, l'outil de prédiction, ça m'embête. Et après, l'outil ultime, dans le duo magistrat intelligence artificielle, c'est l'outil de substitution. C'est-à-dire que, alors, j'ai bien compris, maître, hein, qu'on n'en est pas encore là, mais je pense que l'intelligence artificielle a pour vocation de faire tout ce que l'homme ne pourrait plus faire, en fait, et le remplacer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. À partir du moment où l'intelligence artificielle va pouvoir faire quelque chose, on lui dira, bah, tu vas le faire. Il y aura, à mon avis, c'est une volonté hégémonique de l'intelligence artificielle. Là, pour l'instant, on vous dit l'intelligence artificielle n'existe pas, elle ne peut pas. Si dans 3 ans, elle peut, bah, à quoi ça sert de rentrer
devant un tribunal et voit un être humain, puisque l'intelligence artificielle le pourra. C'est pour ça que je vous dis, dans le couple magistrat, intelligence artificielle, plus l'intelligence artificielle sera intelligente, bah, moins le magistrat, être humain, aura de place. Pour l'instant, ça s'arrête là. Pour l'instant, c'est un super outil de recherche. On est tous d'accord. Ça peut être un outil de prédiction, moi je suis très réservé, mais pourquoi pas? Parce que le vrai outil de prédiction, c'est ce que disait la professeure, hein, c'est les 3C, hein, c'est l'intelligence, c'est la créativité, c'est aller chercher. Voilà, l'être humain, il n'y a pas de plus beau, plus bel outil de prédiction qu'un être humain. Voilà. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est une intelligence qui est bête, à mon avis, à ce stade-là. Mais je n'ai pas de compétences, mais c'est l'image que j'ai. C'est-à-dire qu'on rentre des données, ça ressort des données. Pour finir, quelle qualité doit avoir, si on parle de l'intelligence artificielle comme outil de substitution, qu'est-ce que c'est qu'un magistrat? J'en ai pris, moi, possession de cette fonction depuis 2016. J'ai prêté serment, comme le deuxième fois que je prête serment dans la vie. Là, j'ai prêté serment de bien et fidèlement remplir mes fonctions. C'est-à-dire, je voulais le lire, je me souviens plus du serment d'avocat que celui de magistrat. Alors, je crois qu'il est plus récent, mais voilà. Je jure de bien et régulièrement fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Ça, c'est le serment de magistrat. À part que, lorsqu'on regarde les qualités que doit avoir un magistrat, notamment au sein du Conseil supérieur de la magistrature, hein, il suffit d'ouvrir le recueil du CSM, qui dit « Vous doit être un magistrat ». Un magistrat doit être compétent. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle est compétente? Alors si on compare la possibilité de mémorisation d'informations, il n'y a pas photo, hein. On a perdu d'avance. Hein. L'intelligence artificielle aura 10 000 fois plus de possibilités de retenir et d'avoir des informations. Donc je pense que là, l'être humain est perdant sur la compétence. Si on considère que la compétence c'est que la mémoire, voilà. Si on considère que la compétence c'est la mémoire et l'utilisation des données, là je pense qu'on reprend un petit peu de l'avance. L'autre problème, c'est que le magistrat, il doit être indépendant. Et là, on rentre vraiment dans le dur par rapport à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance pour un magistrat? L'indépendance, c'est l'indépendance par rapport au pouvoir. Mais ce n'est pas forcément au pouvoir économique. Au politique, c'est également au pouvoir économique, au pouvoir social. Qu'est-ce qui peut permettre d'être sûr qu'une intelligence artificielle, qui serait donc censée substituer le magistrat, est indépendante comme est le magistrat? Qui se cache derrière l'intelligence artificielle? Qui rentre les données? Qui crée les algorithmes qui vont permettre à l'intelligence artificielle de rendre des décisions ou de faire de la prédiction? Et donc là, on voit déjà qu'on a un vrai, à mon sens, pour le débat, on a un vrai problème d'indépendance. On n'a aucune certitude que l'intelligence artificielle est indépendante. Le magistrat, être humain, est indépendant de par son statut. On le sait, on le voit, on sait qui c'est. Lorsqu'une intelligence artificielle, ça ne se voit pas. C'est quelque chose qui est caché dans des disques durs, dans un big data, et vous ne savez pas qui a rentré les données du big data. Donc ça crée une vraie difficulté sur l'indépendance. L'autre qualité du magistrat, c'est l'impartialité. Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'impartialité, elle peut être subjective, c'est-à-dire par rapport à soi-même. Ça, c'est une vraie difficulté. C'est vrai qu'on a tous nos expériences, nos idées, etc. Donc ça, c'est une difficulté. Le magistrat doit passer au-delà de tout ça, de ses propres subjectivités. L'indépendance, elle est également objective. C'est par rapport au parti. Je ne dois pas avoir d'animosité vis-à-vis d'une partie. L'impartialité. Donc elle est subjective et objective. Moi, qu'est-ce qui me dit que l'intelligence artificielle est impartiale? Comment je peux savoir que l'intelligence artificielle, qui va me donner une prédiction sur quelque chose, ou qui va rendre une décision, a les qualités que doit avoir un magistrat? Cette impartialité. Pour savoir si elle est impartiale, encore une fois, je dois savoir qui se cache derrière cette intelligence artificielle. Le problème, c'est que cette intelligence artificielle va être créée par des sociétés, par des pouvoirs économiques, politiques. Qu'est-ce qui me dit que celui qui va créer ce logiciel qui va permettre d'avoir une prédiction n'a pas en réalité une volonté cachée derrière tout ça? Et ça, je ne peux pas le voir, moi, en tant que justiciable. Je sais qui est mon magistrat. J'ai son nom, je peux avoir son parcours. L'intelligence artificielle, quand ça s'appelle là au compass équivante, voilà. Allez chercher qui il y a derrière équivante. Qu'est-ce qu'ils veulent équivante? Ils veulent faire du fric? Ils veulent défendre un lobby? Voilà. Comment je le sais ça? Où il y a l'impartialité? Donc là, c'est une vraie difficulté. Le magistrat, il doit être
intègre, probe, loyal. On revient dans toutes ces problématiques-là. Alors, je ne dis pas qu'on est tous, hein. On essaye en tout cas le plus possible, d'accord? Mais au moins vous avez un être humain en face de vous et vous pouvez le contrecarrer. L'intelligence artificielle, vous ne pourrez jamais la contrecarrer parce qu'elle n'est pas palpable. Hein. Et donc ça, c'est une vraie difficulté à mon avis pour confronter l'intelligence artificielle à l'idée de ce qu'on fait du magistrat et de la justice. Il y a un point surtout qui, à mon avis, est fondamental, c'est l'empathie. Un magistrat doit avoir de l'empathie, c'est-à-dire qu'on doit ressentir ce que ressent l'autre. On peut le détester, hein, mais il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Est-ce qu'une intelligence artificielle sera un jour capable d'avoir de l'empathie? Ou est-ce que c'est simplement cracher des informations qu'on lui a données en les analysant? Peut-être qu'il va sûrement progresser. Mais est-ce qu'il y a cette empathie dans l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle, et moi j'aimerais bien avoir de réponses de techniciens là-dessus, serait capable de faire un revirement de jurisprudence? C'est beau un revirement de jurisprudence. Vous avez une jurisprudence constante depuis 25 ans qui vous dit c'est comme ça. Alors dans les pays anglo-saxons, c'est facile parce qu'il y a des arrêts de règlement, on s'en fout. La jurisprudence, elle dit ça, on l'applique. En France, ça n'existe pas. Est-ce qu'une intelligence artificielle va dire, putain, mais ça fait 35 ans qu'il y a cette décision-là, et là, il y a un petit avocat dans un petit barreau de province qui va aller voir un petit juge et qui va plaider l'inverse. Et le petit juge, il va dire, ça c'est pas bête. Mais moi, je vais résister à ce que dit la Cour de cassation depuis 35 ans. Est-ce que l'intelligence artificielle sera capable de dire ça? Je ne sais pas. Moi, l'image que j'en ai, c'est de dire, j'ai 36 244 jurisprudences dans ma base de données, il y en a 36 242 qui jugent comme ça, pourquoi juger l'inverse? Il n'y aura plus de revirement de jurisprudence. Vous pouvez plaider tout ce que vous voulez, vous vous en foutez, puisqu'en fait la base de données fait que vous serez toujours minoritaire. Voilà. Donc ça, c'est à mon avis, c'est un vrai problème avec l'empathie. Puis c'est le coût surtout. Hein. Voilà, le coût, l'argent. Alors si un jour ça coûte moins cher au ministère de mettre de l'intelligence artificielle, croyez-moi, ils le feront. Parce qu'en fait, toutes les réformes qu'il y a, et je le vois maintenant de l'intérieur, notamment par exemple la réforme du TJPI, la fusion, il n'y avait aucune idée d'amélioration de la situation. C'était simplement un problème de coût, c'est pour avoir des greffiers et du budget affecté au TI, le foutre au TGI, créer un TJ. Comme ça, il y avait des greffiers qui étaient affectés au TI, qu'on ne pouvait pas mettre au TGI parce que c'était deux juridictions différentes. On fusionne les deux, donc c'était qu'un problème de coût. Voilà, donc le jour où il y aura vraiment, ça sera moins cher de faire de la justice par des machines et qu'elle sera capable de le faire, je pense que l'être humain disparaîtra. J'espère être mort d'ici là. Voilà. Mais je pense qu'on est dans cette voie-là. Et peu importe la qualité de la décision. En fait, on fera des stats. Moi, je dis souvent, hein, des fois, on est tellement submergé qu'en fait, on pas la justice, on rend des jugements. Voilà, des stats. On a eu 8354 dossiers rentrés. Un être humain peut en sortir 5400 dans l'année. Si la machine peut en sortir les 8344 équivalents celles qui sont rentrées, peu importe à la limite, il y aura des jugements qui auront été rendus, mais pas la justice. Moi, en tant que magistrat, ça me fait peur. Voilà, donc je finirai simplement. Il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle Apocalypse cognitive. Je ne sais pas si vous connaissez, de Bronner, qui est un sociologue. Bon, il y a tout dans le titre, hein, Apocalypse cognitive, c'est-à-dire que voilà, il y a trop d'informations, on est mort. En fait, il développe le fait que plus le temps passe, au cours des siècles, on a de plus en plus de temps libre. On a plus de temps donc pour avoir l'information. Le problème, c'est qu'on a tellement d'informations qu'il n'y a plus d'informations. Et il dit qu'en fait, le mec qui fait les Marseillais à Miami, il aura 3 millions de followers, il pourra dire que le Covid n'existe pas, d'accord ? Ben, ça aura plus de poids que le professeur X qui a fait 30 ans d'études sur cette maladie-là, qui lui n'aura que 3 followers. Et en fait, celui qui n'a aucune compétence, mais plus de followers, aura beaucoup plus de poids dans la société que celui qui a les compétences. Voilà. Et donc, il dit, je finis là-dessus, que resterait-il de notre humanité s'il était démontré que tout en nous pouvait être algorithmisé? Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. C'est un peu philosophique, mais voilà, je suis un peu critique sur l'intelligence artificielle. Vous cahiez à votre stylo, hein, vous avez 3 heures. Voilà. Merci Didier, c'est fort passionnant, un peu pessimiste, mais fort passionnant. Alors, c'est
Ça va être À moi. positif maintenant. Oui, je C'est pour pense. ça. Non, mais il y a un intérêt à tenir ce discours-là aussi, Ouais. je le partage. Hein. On l'a pas fait exprès, mais c'est vrai que ce côté-là, c'est beaucoup plus positif envers l'intelligence artificielle que l'autre côté. Mais c'était pas fait exprès. Non, mais peut-être au niveau magistrature, Oui, effectivement, c'est dangereux de parler d'algorithme et d'intelligence artificielle. Mais bon, on échangera tout à l'heure. En ce qui me concerne, pour résoudre la problématique qui m'a été soumise, portant sur les défis de la recherche juridique pour les futurs professionnels du droit, il m'a semblé opportun d'introduire mes propos avec l'observation suivante, un constat. Les professions juridiques, comme toutes les autres professions intellectuelles, se sont digitalisées, mais continuent d'exercer leur profession et leur métier de la même manière qu'avant. Concernant la recherche juridique de manière plus spécifique, les acteurs du monde juridique l'exercent de la même façon depuis près d'un siècle. En fait, c'est que le format qui avait changé. Le digital remplace le papier et le clavier remplace la plume. L'innovation technologique fondée sur l'IA impacte profondément le monde juridique dans deux dimensions. Premièrement, le rôle des jeunes professionnels du droit va être profondément redessiné par l'intelligence artificielle. Et deuxièmement, les structures juridiques qui vont accueillir ces jeunes professionnels du droit vont subir des transformations majeures qui sont dignes même d'un métamorphisme. Sur ce sujet, je vous invite avec moi à analyser ce diapo qui a été fait par une étude du prestigieux cabinet de conseil de Boston Consulting Group en partenariat avec l'université allemande Bucerus Law School et qui avait publié une étude sur comment la technologie va changer le monde juridique. L'étude propose que l'IA va repenser la production du service juridique. Les structures juridiques opèrent selon un modèle d'organisation pyramidale traditionnel, que ce soit dans le cadre d'un cabinet d'avocats ou une entreprise autre qu'un cabinet d'avocats. On remarque dans le diapo à droite, c'est la pyramide qui illustre la situation d'aujourd'hui. Et celle d'à gauche, elle illustre la situation de demain. Dans celle qui illustre la situation d'aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup moins de partenaires comparé au nombre des seniors et des juniors. En fait, l'étude prédit une diminution des juniors et des seniors à 3/4%. Une partie des tâches exercées par la base de la pyramide, les tâches exercées par les seniors et les juniors, va être réalisée par des machines qui disposent d'un avantage compétitif. Elles sont beaucoup fiables, elles sont rapides, elles travaillent toute la nuit et surtout elles seraient fidèles car elles ne vous quittent pas après 2 ou 3 ans. Ce modèle cédera au modèle qui est à gauche, à droite plutôt, et qui est en forme d'organisation fusée. Cette nouvelle reconfiguration sera caractérisée par moins de professionnels de droit junior et d'associés par partenaire. Cette prédiction me semble plus appropriée aux grandes structures juridiques qui auront les moyens de financer cette infrastructure incluant l'IA. Concernant les cabinets individuels et les petites entreprises, le coût de l'innovation constitue une première barrière. Et dans ce cas-là, l'étude propose 2 solutions. La première, c'est que les cabinets individuels et les petites entreprises se mutualisent entre eux pour résister à la concurrence des grandes organisations juridiques. Soit ils se font accompagner par le gouvernement ou des instances comme l'ordre pour diffuser de manière gratuite l'IA auprès de l'ensemble des acteurs. C'est l'exemple par exemple de l'ex-extract qui est fait par l'ex-base et qui est diffusé par l'ordre des avocats de Nice pour l'ensemble des avocats. J'attire votre attention sur le fait que le modèle pyramidal distingue entre plusieurs profils de profession. On a les partenaires, ce qu'on appelle les high skills, c'est des emplois à haute compétence et eux, ils ne sont pas du tout concernés par ces changements. Pour eux, l'IA va se limiter d'être un auxiliaire technique. Aussi, on remarque dans le diapo d'à droite qu'il y a une revalorisation du secrétariat juridique. Les assistantes juridiques seraient amenées à faire plus de tâches valorisantes et complexes à l'aide des outils proposés par l'intelligence artificielle. Mais on remarque une diminution du nombre d'avocats juniors associés jusqu'à 3 fois de moins. Sur ce point-là, je ne suis pas d'accord tout à fait. Je ne partage pas l'avis de professeur Thaler, mais je me base sur une étude. C'est d'ailleurs la même étude qui a publié
qu'à l'instar de la révolution industrielle qui a éliminé de nombreux emplois peu qualifiés et qui avait à l'inverse créé des emplois qualifiés, la révolution de l'intelligence artificielle est susceptible d'avoir un effet mitigé sur l'emploi dans le secteur juridique, ce qui veut dire qu'on anticipe une diminution des professionnels du droit généraliste, mais on prédit une augmentation des professionnels de droit spécialisés et experts. Il ne s'agira pas d'une disparition de l'emploi, mais plutôt de sa mutation. Aussi, l'IA serait l'origine de nouveaux métiers. Une étude menée par l'entreprise Cognizant Technology Solutions, qui est une entreprise américaine spécialisée dans les services informatiques, qui a évoqué dans le Wall Street Journal en 2017, estime la création de 21 millions de nouveaux emplois grâce à l'IA, à l'émergence de l'IA. Une étude aussi de la même année d'Accenture, qui est une entreprise irlandaise spécialisée aussi en services informatiques et technologies, tend à prouver que l'IA va augmenter 10% en moyenne les effectifs des entreprises. France Compétences liste en 2020 23 métiers dits émergents ou en particulière évolution. Je reviens sur mes deux pyramides pour conclure que le nombre d'employés dans des cabinets d'avocats ou des entreprises autres que des cabinets d'avocats resterait similaire à celui d'aujourd'hui. Mais le nombre des juniors et seniors généralistes va diminuer et il serait compensé par l'arrivée de techniciens juridiques et chefs de projet. L'étude effectuée aussi par le cabinet d'avocats britannique Deloitte en 2018 constate que nous serons témoins de l'émergence de nouvelles professions de droit, de nouveaux rôles pour les jeunes professionnels. Par exemple, sur ce diapo, on remarque des professions comme programmation informatique, data science, sciences des données, communication numérique, gestionnaire de projets juridiques, interprétateur des statistiques et des résultats de l'intelligence artificielle, technicien juridique général. Si, comme moi, vous ne comprenez pas exactement, vous n'avez pas l'information sur les missions, par exemple, de certains de ces emplois, je vous demande d'en parler avec mon très cher ami Alex, qui lui, travaille dans le développement de l'IA et au service des robots. Il pourra très bien nous renseigner sur ce sujet-là. Nous allons aussi voir l'émergence de nouveaux sujets de droit. L'exemple parfait, c'est la création en octobre dernier d'une nouvelle mention de spécialisation des avocats intitulée « Droit de la protection des données personnelles » suite à la proposition du CNB. Pour moi, le défi des futurs professionnels de droit par rapport au métamorphisme des structures juridiques serait se former dans des matières maîtriser plutôt la technicité de l'intelligence artificielle et aussi maîtriser le droit. En revanche, pour l'ensemble des professionnels du droit, je pense que le défi, c'est plutôt d'accepter le fait que la profession juridique ne peut plus jamais vraiment appartenir au seul avocat, juriste ou juge, ce qui est difficile d'accepter pour des professionnels, pour des professions qui s'estiment autorégulatrices, qui ne s'estiment pas et le sont. Pourvu ces changements, on est amené à se demander si la recherche juridique est une tâche pour hier. L'IA renouvelle la recherche juridique qui est considérée comme un travail pénible dans la mesure où les nouveaux outils vont procurer des gains de productivité, d'efficacité et du temps aux professionnels du droit. Les technologies vont aussi ouvrir tout un pan de la créativité humaine. C'est l'exemple par exemple de l'apparition du legal design. Concernant l'analyse juridique, elle est une faculté propre à l'esprit humain qui va intervenir pour interpréter les résultats du travail fourni par des systèmes informatiques. L'opinion qui est en train de s'imposer dans la doctrine française est qu'il aura une complémentarité entre ce que peut faire l'IA en matière de recherche et l'analyse juridique exercée par l'esprit humain qui interviendra après. L'exemple parfait, c'est dans le cadre de mes activités au sein de la JFR, on était mené à utiliser un logiciel qui proposait de reconvertir un texte sur d'autres formats. Par exemple, vous mettez un texte descriptif et il vous propose des titres. Ou juste pour l'anecdote, vous mettez votre CV, il vous propose une description pour Tinder.
L'objectif, c'est d'accroître l'attractivité de votre texte et sa visibilité. Nous l'avions utilisé dans le cadre de notre formation pour la réforme des droits des sûretés. Moi, le titre que j'avais proposé était le suivant: le nouveau droit français des sûretés. Et le logiciel avait proposé les sûretés, le nouveau droit français. En fait, il s'agit seulement de le fait de mettre les deux points au milieu qui a fait que la phrase n'avait pas du tout de sens. Tout le droit français n'est pas que le droit des sûretés, mais le droit des sûretés est un droit français. Le seul défi pour l'IA et les jeunes professionnels du droit, je pense, c'est de repenser le langage juridique afin de permettre à l'IA de nous être utile et de nous aider. Le langage du droit ou la langue du droit, comme elle existe aujourd'hui, elle n'est pas claire pour les algorithmes. Les textes législatifs sont parfois elliptiques. On a recours à des figures anaphoriques. On fait beaucoup de stimulation du raisonnement non intuitif et du bon sens parce qu'on estime que c'est assez clair. On n'a pas besoin de l'expliquer. Et aussi, les instruments du raisonnement juridique ne sont pas écrits. Sinon, on n'aurait pas fait 5 ans de la fac, on n'aurait pas fait 5 ans d'études en droit, si c'était possible de comprendre comment on peut raisonner de manière correcte dans le droit sans devoir aller à la fac. Tout ça pour dire que les professionnels du droit vont pouvoir et devoir s'équiper de l'intelligence artificielle pour effectuer leur travail, ce qui nécessite la maîtrise de 2 types de compétences qui ne sont pas souvent enseignées au sein de la même faculté ou l'école. Il est indispensable de repenser la formation à l'université comme au sein de l'entreprise. Bien que la charge incombe essentiellement aux facultés de droit, car les structures juridiques, elles embauchent après la formation en fonction parfois des notes et des classements, et ils ont besoin de jeunes professionnels qui sont déjà formés ou au moins initiés à la pratique juridique et la technicité de l'intelligence artificielle. Je profite de la présence de professeur Teller avec nous pour féliciter la faculté de droit de Nice qui est en avance sur cette problématique car elle propose des enseignements juridiques qui allient les matières juridiques avec des compétences techniques de l'IA. Ils ont commencé plutôt à les proposer parce que moi j'ai quitté la faculté de droit à Nice il y a 3 ans et j'ai l'impression que je suis un dinosaure. Je pense que j'ai raté la révolution. Ma promotion, il était probablement la dernière à être enseignée de manière, si je me permets dire, classique. Parmi les masters de l'Université de Nice, on trouve le droit bancaire et fintech sous la direction de professeur Marina Teller, le droit algorithme et gouvernance des données sous la direction du professeur Caroline Roche, ou bien droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies sous la direction de Thierry Martou et Amel Guesmi. Les cabinets d'avocats, quant à eux, devront proposer une formation au cours d'emploi au titre de la formation professionnelle, visant à aider leurs professionnels à mieux s'adapter et se familiariser avec des technologies disponibles. La conclusion, c'est que la profession contient en son sein une belle opportunité et une opportunité formidable pour les nouveaux entrants pour leur permettre de s'épanouir. On est dans le début de cette reconfiguration. Les futurs professionnels du droit seront confrontés à des nouveaux champs d'action auxquels ils prépareront par le biais de la formation auprès de la JFR, de préférence, afin de s'approprier ces nouvelles technologies. Le nouveau monde juridique serait de plus en plus atadawa, qui signifie qu'on pourra de plus en plus faire notre travail à n'importe quel moment, de n'importe quel endroit, avec n'importe quel outil et en s'intéressant à n'importe quel contenu. Et merci. Bravo, merci. Un discours plus positif. Il en faut. Mais si c'est un dinosaure, qu'est-ce qu'on doit être Oui, alors un dinosaure avec 3 ans, Alors oui, c'est ça. Contrairement à ce qui est dit, moi je suis au contraire très favorable aux nouvelles technologies. Néanmoins, il faut quand même garder en tête 2 choses. La première, c'est que les avocats, enfin je vais parler pour ma profession que je connais quand même un peu mieux, les avocats ils oscillent entre une peur du changement qui est compréhensible
Et à l'extrême opposé, on a ceux qui vont parler du tout numérique et qui voient des opportunités. Entre les deux, qui sont quand même des franges marginales, je dirais, on a un magma informe de confrères qui, pour la plupart, ne sont pas formés déjà de base à l'hygiène numérique et qui n'ont surtout pas les moyens aujourd'hui d'arriver en fait à s'acheter des solutions quelles qu'elles soient. Quand je vois parfois le coût dont on a parlé tout à l'heure, le coût pour un avocat entre un logiciel de gestion, une base de données juridique, s'il a besoin d'avoir un prestataire pour faire des pictos, pour faire du legal design, s'il y a en plus une secrétaire, en fait tous ces coûts font qu'en fait les cabinets d'avocats ne peuvent pas suivre. La formation en elle-même, en effet, va être pertinente pour que les avocats ne soient pas largués, et je pèse le mot, nous le sommes déjà. Nous sommes déjà aujourd'hui concurrencés par ce qu'on appelle les braconniers du droit, qui se sont placés sur un terrain là où les avocats s'estimaient suffisamment élogieux pour ne pas se mettre dans la fange. Résultat, aujourd'hui, ces braconniers du droit ont récupéré des parts de marché importantes de nos cabinets et continuent en fait à s'étendre et à se développer parce qu'ils ont répondu à un besoin. La profession va devoir s'adapter, ça c'est certain. Il va falloir qu'on l'accompagne, qu'on la forme, et j'espère que toutes ces bases ou autres, ces outils, seront de plus en plus accessibles. Pour ma part, j'ai quand même un coup de cœur pour ce qu'on appelle les logiciels libres, puisqu'on peut vérifier ce qu'il y a derrière, comment ils fonctionnent, qui les a créés et leur finalité. Et après, il y a aussi d'autres logiciels qui sont très bien, qui sont dits propriétaires cette fois-ci. Il faut, dans ces logiciels propriétaires, néanmoins garder la notion de critique pour toujours aller vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière. L'exemple qui me vient immédiatement sur les bases de données, c'était ce petit logiciel conversationnel sur Internet, mis par un grand groupe américain. Au bout de 3 heures, ce logiciel qui se voulait sympathique est devenu le plus gros raciste que l'on ait jamais eu au monde, à sortir des monstruosités à chaque réponse, parce qu'en fait, sa base de données initiale avait été, à force de communication et d'échange, dévoyée par ce petit logiciel. Je pense aussi à un autre exemple d'une base de données qui, systématiquement, était en défaveur de la femme. Alors, ils ont essayé de comprendre en se disant mais pourquoi il y a toujours cette défaveur dans toutes les décisions du logiciel pour la femme. Et bien en fait, ils avaient intégré des décisions avant l'émancipation de la femme, avant qu'elle ne soit pleinement libre, autonome, juridique, au sens juridique du terme. Ce qui fait que le logiciel, il avait, et c'est l'exemple que vous donniez, quasiment 1 million de décisions où la femme n'était qu'un objet, puis quelques décisions sur les dernières décennies où la femme était pleinement acteur juridique. Et bien en fait, en termes de statistiques, ils voyaient que les rares décisions ne contrebalançaient pas l'entièreté des décisions qui avaient été mises dans sa base, et donc continuaient à propager une vision qui n'était plus celle d'actualité. Et je reviens sur le mot, monsieur le juge, que vous avez utilisé, c'est l'humanité. Et cette humanité, aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne l'a pas. L'humanité, c'est vraiment ce qui va faire la différence dans l'essence de n'importe quelle décision, celle que vous allez rendre, mais même le dossier que je vais présenter, en fonction de tel ou tel client, même si c'est le même thème, même si ce sont quasiment les mêmes faits, je ne vais pas avoir le même angle d'attaque, parce que la personne que j'ai en face de moi ne dégagera pas la même chose, aura des besoins et des valeurs qui seront différentes. Et tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas pris en charge par l'intelligence artificielle. Alors, pour rebondir sur ça, je vous rejoins complètement. Moi, je ne suis pas du tout contre l'intelligence artificielle. Hein. Je dis simplement qu'elle doit rester à sa place. Voilà, c'est complètement différent, ça doit être qu'une aide. Elle est déjà morte, ça a déjà pas marché. Ah bon?
Moi j'ai l'impression. Avant le droit, il y avait les problématiques scientifiques. En 2008, il y a un article qui est sorti dans une revue américaine qui disait est-ce que le déluge de données va remplacer le raisonnement scientifique? Zéro. Le déluge de données depuis 2008 à aujourd'hui, il a été multiplié par 100, 1000, 2000, 100 000, on ne sait toujours pas ce que c'est que la matière noire. Donc c'est même pas la peine de réfléchir, l'intelligence artificielle ne nous remplacera en rien. Elle peut nous aider Alors c'est différent. à chercher quelque chose. Et là, sur la résolution de litiges, ça ne peut résoudre que des petits litiges de livraison de colis, de ci, de là, en cochant des trucs, mais ça ne peut pas analyser un dossier comme ça, c'est pas possible. Donc ça, pour moi... Moi je suis pas d'accord là-dessus, c'est dans le sens où il faut voir pas aujourd'hui, il faut voir dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on se rend compte uniquement que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, si on est contre, on est ringard. C'est-à-dire que maintenant la mode, c'est voilà, il y a 50 millions de masters, de machins d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que si on ne connaît pas la moitié des termes de l'intelligence artificielle, bon, c'est des trucs que je déteste, mais je suis un vieux con, c'est pour ça, hein, mais non. Hein. Mais si on ne connaît pas tous ces termes anglicisés, voilà, on est largué et on passe pour un vieux con, il faut être clair. Que vous ne faites pas du machine learning ou du deep Pas learning? du tout. Ah, mais c'est pas possible. Voilà. Et en fait, je pense que l'intelligence artificielle, elle a en soi un côté dictatorial. C'est-à-dire qu'elle a la vocation à s'imposer dès qu'elle sait faire quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit, à 20 ans, depuis 20 ans, dès que la robotique ou l'intelligence artificielle a su faire quelque chose, elle a de suite remplacé l'être humain. Il n'y a même plus eu de débat. Et le jour où l'intelligence artificielle... Alors, on n'y est pas encore. Elle n'a pas fait un raisonnement. Mais le jour... Elle sait reconnaître... Mais j'espère. Mais elle ne peut pas réfléchir. Mais elle ne sait pas. Alors, peut-être que la personne on lui derrière apprend, toi pourra lui répondre. on lui apprend à réfléchir. Je crains, d'après ce que j'ai compris, que en fait, l'intelligence artificielle arrive à analyser ses propres décisions petit à petit. C'est ce que j'ai lu, c'est-à-dire qu'elle arrive à... C'est exactement, il y a une révolution en matière d'intelligence artificielle, c'est le jeu d'échecs. C'est-à-dire que c'est vraiment l'intelligence en matière de jeu d'échecs. Il y a un super bouquin dessus, hein, donc je crois que c'est la première fois que la machine a vaincu l'homme. C'était Kasparov, c'était en 97, je crois, mai 97, et ils disent que c'est un bouleversement. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'en... peut-être je me trompe de date, hein, mais c'est... Juin, je crois. Mais... Voilà, mais non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que jusqu'à cette date-là, tout le monde avait ce discours-là. C'est-à-dire, mais c'est impossible. L'intelligence artificielle n'arrivera jamais à réfléchir comme un être humain en jouant aux échecs. Et pour la première fois... Non, mais les échecs, ça se modélise. Mais oui, mais c'est que de la réflexion, le jeu, c'est que de la jeu de stratégie. C'est de la réflexion qui est modélisable. Bien sûr. C'est statistique. Mais non, c'est simplement pour dire... Mais on ne peut pas modéliser... C'est simplement pour dire que, jusqu'en 97, tout le monde disait « ce n'est pas possible ». En 2021, on dit « ce n'est pas possible ». Je fais le pari qu'en 2035, ça sera possible. Et le discours qu'on tient là, mais on sera passéiste complètement. Et le jour où l'intelligence artificielle arrivera à faire ça, non seulement il n'y aura plus de magistrats, mais il n'y aura plus d'avocats. Hein. Parce que ça ne servira plus à rien. Il y a des avocats parce qu'il y a des magistrats. À partir du moment où les litiges sont... Il y a une autre expérience qui a été faite qui est passionnante, hein, c'est sûr, en matière juridique. Non seulement, ce n'est pas en matière judiciaire, c'est en matière juridique. Il y a une expérience qui a été faite par un logiciel, j'avais noté, hein, qui s'appelle Law Green, voilà, où on a mis 20 juristes en droit des contrats et en droit fiscal de pointure de chez pointure. Et on leur a mis plein de contrats à examiner sous les yeux, où chaque contrat avait des clauses qui n'étaient pas bien rédigées, où il y avait quelques erreurs, etc. Et on a mis exactement ces mêmes contrats analysés à une machine, Law Green, fait par des algorithmes. La machine a écrasé l'être humain. C'est-à-dire que la machine a examiné 10 fois plus vite et a relevé toutes les erreurs 10 fois plus vite que les êtres humains qui étaient tous des spécialistes. C'était simplement pour constater les clauses qui pouvaient ne pas être dans l'intérêt de celui qui les rédigeait. Ça, c'était encore un truc qui était inimaginable il y a quelques années. Oui, mais là, je ne suis pas d'accord parce que... Mais moi non plus, je ne suis pas d'accord. Ça existe. C'est-à-dire, là, il s'agit de rapidité d'analyse. Et d'analyse des erreurs contenues dans un contrat. Oui, mais c'est en termes de rapidité parce que... Et d'analyse. C'est quoi une erreur? Mais on ne parle pas... Je veux dire, un contrat qui est analysé en 5 minutes par une machine, et pour un être humain, ça prendra 1 heure, mais l'être humain, il arrivera au même résultat
Oui. Ce n'est plus parce que c'est du pouce Non, humain. c'était bon en plus dans les stats qui ont été faits. Les 92% de réussite. Et c'est exactement comme en matière de médecine. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable d'analyser une radio des poumons 10 fois plus vite que notre humain, avec erreur zéro sur la reconnaissance. C'est pas pareil, c'est pas de l'intelligence, c'est de l'expérience. C'est de l'analyse d'une radio. Non, c'est de l'expérience. Plus elle analysera, Pas du plus tout. elle sera performante. Mais je l'espère, hein, encore une fois, moi je le critique ça. Je ne veux pas que ça arrive. Hein. Voilà. Alors on va peut-être, Voilà. on va Je veux pas que ça arrive. On a quand même l'apéritif après qui nous a détend un peu l'atmosphère. On va passer à Franck Sabat qui va nous présenter l'outil qui nous a séduit, Ouda et moi, lors de son passage à nos bureaux. Et voilà, je vous laisse. Maintenant, écoutez, déjà, merci de m'avoir reçu. En fait, on voit bien que c'est aussi un problème de mots, de sémantique, parce qu'il y a encore quelques mois, quelques années, on faisait la même réunion en disant le numérique et les professions juridiques. Et c'est vrai que là, de mettre la barre avec l'intelligence artificielle, on passe à un autre cap, un cap qui fait peur. Alors, j'ai vu qu'il y avait on dit que l'intelligence, pour reprendre la définition de Xavier Fruton, c'était finalement ce qui visait à remplacer l'intelligence humaine. Donc il y a ceux qui sont pour le remplacement, contre le remplacement, mais on est tous contre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est qu'un problème de contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine, moi j'ai démarré il y a 20 ans à QGIAS pour une thèse et je me revois avec un microfiche, c'est-à-dire une espèce de loupe pour chercher l'arrêt qui me convient. Et là, je tape licenciement Decathlon, cours d'appel d'aigle. J'ai tous les arrêts rendus contre Decathlon en matière de licenciement uniquement à Aix en 3 secondes. Et juste tout à l'heure, vous disiez, et c'est vrai, moi je suis habitué à Google comme tout le monde. Et en fait, on parlait des progrès des moteurs de recherche. Là, j'ai juste fait un exemple. J'ai mis rupture brutale des relations commerciales, abus de droit, responsabilité du dirigeant. J'ai fait exprès parce que jusqu'à maintenant, il fallait mettre des ou des guillemets. On était tous plus ou moins formatés à ça. Et là, on a un nouveau moteur de recherche qui fonctionne depuis quelques mois maintenant, qui fait qu'on reconnaît les expressions juridiques. C'est-à-dire que normalement, en effet, quand on met rupture brutale, relation commerciale, il va chercher rupture, il va chercher brutale, relation, puis commerciale. Là, vous allez dans personnalisation de votre recherche. C'est tout nouveau. On vous indique que non seulement il a reconnu les expressions juridiques, donc c'est tout le travail des data scientists qui va être de faire passer des moulinettes dans des décisions et retrouver des champs et des expressions juridiques. Et on arrive même désormais à se dire, nous on a estimé que la pertinence idéale entre ces expressions, c'était un espacement de 5 mots, mais si vous voulez être plus large, vous mettez 30 mots ou 25 mots et vous allez relancer votre recherche pour avoir des résultats un peu plus larges. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de démarrer l'Exbase il y a 23 ans maintenant, et en un an, ça a énormément plus évolué qu'en 10 ans. Alors, il y a des concurrents qui sont arrivés sur le marché. J'imagine qu'il y a des avocats qui doivent être perdus, puisqu'on l'est nous aussi. Il y a des éditeurs juridiques qui ont 100 ans d'existence. Puis il y a un Lexbase qui est arrivé, qui était le petit dernier. Aujourd'hui, on a pris un coup de vieux si on se remettait pas en cause. On a des Legal Tech qui sont venus là aussi donner une certaine image de ces éditeurs-là. Donc, comment vous allez vous en sortir? Donc, moi, je voulais apporter la dimension un peu pratique. Alors déjà, à titre d'information, les avocats du barreau de Nice ont accès à l'Exbase. Vous avez tous un code d'accès qu'on vous a envoyé et vous avez mes coordonnées pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Donc vous avez tous accès notamment à cette fonctionnalité qui s'appelle l'extract. En fait, quand on rentre dans l'extract, vous allez voir, c'est très simple, c'est la possibilité de scanner, d'analyser ses conclusions ou les conclusions de la partie adverse. Alors, il y a des définitions sur l'intelligence artificielle. C'est justement les techniques qui visent à remplacer l'intelligence humaine. Mais moi, il y a une définition que j'aime bien, c'est que finalement, l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et moi, j'aime bien, puisque je l'avais en tête cette phrase, mais quand je vous ai entendu parler, on en est là. C'est-à-dire que le big data, c'est la connaissance. Mais le big data, pour un éditeur comme nous, aujourd'hui, tous les éditeurs se battent pour avoir le plus de données possible. Sauf que demain, on ne se battra plus pour ça. Les données vont être accessibles librement. Donc, les deux impératifs pour un éditeur comme l'Exbase, mais j'imagine que pour les autres éditeurs, c'est la même chose, ça va être la valeur ajoutée du moteur de recherche. Donc, ce que je viens de vous montrer là, taper des expressions et être sûr qu'on ne va pas avoir rupture, puis brutale, puis relation. Non, on a reconnu l'expression. Donc, on met le paquet sur le moteur de recherche et sur le côté éditorial. Parce que la vraie valeur ajoutée, ça va être le commentaire, l'éclairage doctrinal.
Et là, c'est pour ça qu'on a des auteurs qui écrivent, qui font du legal design, qui font des modèles, qui commentent l'actualité. Donc en fait, en gros, je pense que tous les éditeurs vont faire ce choix-là si la donnée brute ne coûtera plus rien. Aujourd'hui, elle a encore une valeur. Moi, j'ai encore des documentalistes qui vont dans des greffes, vous en avez peut-être dû passer, avec une valise qui mettent les minutes dans la valise, qui les amène à Paris, qui les scanne. Tout ça, ce sera fini puisqu'on aura les données directement intégrées. Donc, si on parle de valeur ajoutée, voilà un des services que l'on propose. À partir du moment où on clique sur l'extract et qu'on sélectionne ses conclusions, mais ça peut être des consultations, ça peut être encore mieux si c'est les conclusions de la partie adverse qu'on vient de recevoir, on ne sait même pas de quoi ça parle. À partir du moment où on va intégrer ces conclusions dans l'extract, donc là je prends un exemple, il va se passer chez vous 2 minutes 30, 3 minutes, le temps qu'il scanne tous les documents, et vous allez arriver sur cette page-là. Donc vous allez voir, c'est super simple. À partir du moment où vos conclusions ont été scannées, vous arrivez sur vos conclusions. Sauf que là où on citait l'article 1075 du Code civil, regardez dans votre document, à l'origine, on citait juste l'article 1075. Et bien désormais, un peu comme par magie, on clique et on a directement l'article du Code. Mais si on se contentait juste de l'article du Code, c'était déjà bien. En l'occurrence, on était juste sur gagner du temps, analyser plus vite, faire plus de recherches. Mais la vraie valeur ajoutée, c'est que votre article du Code, tiens, il a été modifié. Je clique, j'ai à la virgule près ce qui a été modifié entre les deux versions. Donc là encore, j'ai une valeur ajoutée de lecture. Ensuite, on vous dit que cet article a été commenté dans 5 doctrines. En droit des successions, en droit de la famille. Tiens, c'était plutôt en droit de la famille. Finalement, je clique sur un article de doctrine. Donc ça, c'est particulier. Vous voyez, on vous met même maintenant le temps de lecture de l'article. Mais tout ça, c'est ces derniers mois que ça s'est rajouté. Et du coup, vous allez avoir, bien entendu, la jurisprudence, les textes qui se rapportent à cet article du Code. En un clic, vous revenez à votre conclusion, et puis finalement vous descendez pour voir un peu quels sont les arrêts qui ont été cités dans le corps du texte, et puis à un moment donné on voit qu'on cite des arrêts. Typiquement on citait, vous voyez très simplement, case civile première numéro 14 29 85, vous cliquez. Au lieu déjà d'aller rechercher l'article, l'arrêt ou le texte, vous l'avez directement. Et ça, c'est un énorme boulot. Alors, ce que j'aime bien avec cette présentation, c'est que normalement, les étudiants, parce que moi, quand j'étais étudiant, j'aurais adoré avoir ça, on peut désormais, vous voyez qu'à droite, on a balisé l'arrêt. Premier moyen, première motivation, deuxième motivation. C'est-à-dire qu'on sait exactement où est-ce qu'on va chercher l'information. Ça, c'est quand même génial de pouvoir avoir cette structuration dans chaque arrêt. Mais surtout, toujours pareil, votre arrêt a été commenté dans les ouvrages, dans les revues. Vous avez les liens vers les ouvrages. Et puis la chaîne du contentieux. Là, on était sur l'arrêt de 2015, mais on vous dit qu'on a l'arrêt postérieur. Et on a surtout la Cour d'appel de Pau qui est la première juridiction. Donc on a cette... Là, on n'est pas encore, moi je vous rejoins, on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle. On est dans le numérique. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui fait peur. On parle de remplacement, vous voyez, rien que ce terme en ce moment, il fait très peur. Mais on parle de remplacement de l'intelligence humaine. Est-ce qu'on va être prêt à remplacer l'intelligence humaine ? En fait, c'est, je pense, un faux débat. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un professionnel du droit pour analyser. On a besoin d'un magistrat pour analyser des statistiques. Vous voyez, quand on parlait d'intelligence artificielle, moi, au tout début, je pensais à la justice prédictive. J'ai jamais aimé ce mot parce que quand on est juriste, on sait qu'au contraire, on rêve de la jurisprudence qui va être justement une jurisprudence de principe, qui va aller à l'encontre de la jurisprudence. Donc, mais finalement, l'Exbase a développé un outil qu'on a appelé un outil de statistique. Déjà, la statistique, ça choque moins que la prédictivité. On peut éclairer quelqu'un avec des statistiques, mais surtout, alors que ça a annoncé la fin de l'aléa, puisque quand on parle de justice prédictive, on se dit c'est la fin de l'aléa. Et finalement, moi qui entre guillemets en vends, puisque j'ai un outil de statistique, c'est le contraire. En fait, comme vous n'avez jamais de statistiques à 100% d'un côté et à 0% de l'autre, l'aléa judiciaire, il est au cœur de ces outils. Parce que même si vous n'avez que 15% de chance pour gagner, vous allez évaluer les risques, vous allez évaluer le temps, vous allez évaluer les montants, et puis vous pouvez quand même y aller, vous pouvez quand même tenter votre chance. Donc l'intelligence artificielle, ça doit être juste un outil à votre disposition pour vous permettre d'aller encore plus loin et d'aller encore plus vite. Alors, pour vous permettre là encore de bien comprendre, à partir du moment où j'ai une décision citée, j'ai sa décision, j'ai même les décisions similaires, puisque je vous la fais très rapidement, mais vous allez voir, c'est super simple. Le premier lien par défaut, c'est vos conclusions dans un document augmenté. Et le deuxième lien, c'est notre analyse détaillée. C'est-à-dire qu'on vous sort la liste de toutes les décisions citées dans les conclusions. Ça peut être même vos propres conclusions que vous avez l'habitude de faire, mais justement, grâce à cet outil, il va les mettre à jour, il va vous donner une décision plus récente. Et là, en l'occurrence, non seulement j'ai l'arrêt qui était cité, mais on va me donner les décisions sur le même thème.
Donc je vais avoir des arrêts plus récents, plus anciens, qui vont peut-être dire le contraire de ce que m'a cité la partie adverse. Mais j'ai en plus les commentaires de doctrine. Et puis surtout, je peux télécharger ma liste. Donc nous, on a des cabinets d'avocats parisiens importants qui nous disent que ça leur fait gagner à un stagiaire peut-être 2 heures, 3 heures par jour, puisqu'en 3 minutes, il va avoir la liste de toutes les décisions citées avec les commentaires. Donc ça, c'était quand même pour vous montrer le côté pratique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une espèce de faux débat. Aujourd'hui, on ne pourra pas se passer de l'homme. En revanche, nous, en tant qu'hommes ou professionnels, de se passer de l'intelligence artificielle ou du numérique, ce serait une erreur. Le fait que l'algorithme puisse trouver, ça vient de la qualité du type qui a fait l'abstract sur l'arrêt. Et alors, pas que ça. Alors, non, justement. Et non, alors justement, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, heureusement, j'ai creusé un peu le truc. Alors, est-ce que tu as terminé ta présentation? Non, on peut en débattre autour d'un petit apéritif? Avec plaisir, au contraire. Non, c'est déjà merci pour votre présence et pour la qualité de ces échanges. Et aucun contrat avec le ministère de la Justice pour l'examen? Eh ben, j'attendais Maître Arena pour... Non, mais en fait, c'est un bon tremplin pour ouvrir les discussions. Merci en tout cas. Non, mais il y a plein de choses à creuser. Ah oui, vous avez dit qu'on avait été Ah oui, non, ça c'est génial. Ça c'est vraiment intriguant. Ouais. Je vous le montre en détail quand vous voulez, avec plaisir. Je vous remercie pour Quand on voit sur la confidentialité des données, quand on envoie des noms, des adresses... Très important, je ne vous cache pas que voilà, on a des gros cabinets d'avocats qui sont non seulement maintenant clients, utilisateurs, on a bossé avec le cabinet Gide sur ces conditions-là. Et en fait, le plus important, c'est d'avoir déjà les serveurs en France ou en Europe, pas dans des pays dont on ne maîtrise pas après la pérennité. Très important. Après, il y a des services de cryptographie. Alors, ceux qui font un peu de la cryptographie savent que le principe même de la cryptographie, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui va décrypter. Non, donc, on est dans ce... Mais ce sont les mêmes logiciels que pour les échanges de monnaie. Quand je scanne mes écritures pour les analyser, elles partent cryptées. Elles reviennent cryptées et après vous les gardez pas. Exactement, après elles sont supprimées directement. Et quand elles sont gardées en interne et avec des règles comme seul le directeur informatique peut y aller pour des raisons de maintenance. Mais par contre, là où je vous rejoins, c'est que c'est la première question que m'ont posé les cabinets anglo-saxons, c'est la sécurité, la confidentialité des données. Merci infiniment, merci à vous.